Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous trouvons pour poursuivre donc l'étude du télencéphale et plus particulièrement d'abord de la morphologie interne. Nous avons fait dans un premier cours l'étude des noyaux gris, qu'on appelait les noyaux gris centraux, actuellement noyaux basaux, et nous avons vu également les différents éléments de substance blanche qui sont les capsules, interne, externe, extrême, et les commissures, en particulier le corps calleux et le fornix. Et nous allons maintenant poursuivre cela par l'étude des ventricules. En effet, nous trouvons la poursuite du canal central qui vient se bifurquer donc à droite et à gauche dans chacun des hémisphères, se dilater pour former le ventricule latéral droit, ventricule latéral gauche, et nous trouverons à ce niveau une disparition de la substance nerveuse sur une grande partie de ce ventricule qui va donc former le ventricule télencéphalique, et nous trouverons également la trace de cette rotation des vésicules télencéphaliques que nous avions vues. Nous allons commencer par une vue très générale qui nous permettra de replacer les éléments que nous avions déjà vus sur une coupe frontale globale du cerveau. Nous allons pouvoir placer tout d'abord, comme repère toujours important, le thalamus. Thalamus, donc le plus gros des noyaux gris centraux, qui appartient au diencéphale, thalamus que voici, et puis sillon hypothalamique, et nous trouvons ensuite l'hypothalamus qui se réunit avec celui du côté opposé pour former le plancher du troisième ventricule. Donc sous le thalamus et vers le dedans, c'est l'hypothalamus. Sous le thalamus latéralement, c'est le subthalamus avec en particulier le corps de Lewis ou noyau subthalamique. Nous pouvons placer ensuite le corps strié, et c'est ici, portion du corps strié, le noyau caudé. Et ce noyau caudé, je vous ai dit, c'est une coupe ici schématique toujours de Charcot, noyau caudé que nous représentons avec une taille intermédiaire à ce niveau. Il se réduit plus encore vers l'arrière comme nous l'avons vu. Donc ici, c'est une coupe de Charcot, une coupe frontale très schématique, mais qui est très utile car elle permet de se retrouver dans toutes les situations en travaux pratiques ou en imagerie, puisque l'on visualise toutes les structures. Nous pouvons placer ici l'épithalamus, puis nous pourrons placer au-dessus le corps calleux qui surplombe cet ensemble, qui est donc ici concave vers le haut, avec un rayonnement des films qui va se faire dans l'hémisphère. Puis latéralement, nous allons trouver le noyau lenticulaire, qui a ici une forme triangulaire, avec une base latérale, et en vue de profil, ce noyau lenticulaire a des contours circulaires. Sur la coupe frontale, ici, nous voyons les deux lames médulaire, la lame médulaire latérale et la lame médulaire médiale. Et donc, en dehors, ce sera le putamen. Je reprends le même code couleur, même si ce n'est pas une nécessité pour cette vue, puisque nous nous concentrerons sur les ventricules. Ici, donc, le putamen. Puis, nous avons le globus pallidus, qui est divisé en deux, globus pallidus médial et globus pallidus latéral, d'origine diencéphalique. Nous pouvons placer plus en dehors le claustrum, anciennement appelé avant-mur, cette lame sagittale antéro-postérieure de substance grise dont on ne connaît pas encore bien l'explication. Nous pouvons rappeler qu'il y aura bien sûr la queue du noyau caudé que nous trouverons sur une deuxième coupe, nous le compléterons. Maintenant, ceci va nous permettre de placer l'ensemble des contours télencéphalique, avec ici l'hémisphère gauche, et ce sera donc dans la fissure longitudinale la face médiale de l'hémisphère, puis nous pourrons placer ici la face latérale de l'hémisphère, le cortex insulaire, cortex de l'insula en dehors du claustrum, et voici ici les contours
cérébraux dans leur ensemble que nous pouvons ici placer. Donc, nous allons trouver la face médiale du cerveau, dont nous reverrons les sillons dans le cours sur la morphologie externe du cerveau. Ici, nous sommes dans le lobe frontal ou pariétal, on va dire qu'on est par exemple dans du frontal. C'est schématique, comme je vous l'ai dit. De toute façon, il y a un aspect qui est un peu faux, mais qui permet de se retrouver d'un point de vue pratique ensuite. Et voici le sillon latéral. Puis nous sommes là dans le lobe temporal, T1, T2, T3, T4, T5, nous verrons cela demain, puis le gyrus dentatus. Donc voici cette coupe d'un hémisphère. Nous allons représenter le côté opposé ici, juste pour la partie médiale. Nous allons représenter également l'épaisseur donc, du cortex qui a une structure différente suivant les régions, que vous avez dû voir en histologie. Donc, de base, 6 couches, ce qu'on appelle l'isocortex, mais suivant les régions, il y a des spécialisations. Cortex moteur, cortex sensitif, cortex visuel, donc avec des spécialisations de cellules. Globalement, c'est un cortex à 6 couches, l'isocortex. Voici ici cette couche donc, de substances grises. Cortex, je vous rappelle, qui signifie écorce, c'est l'écorce ici du cerveau. Nous reverrons les différents sillons et les différents gyrus demain, mais globalement, nous pouvons donc indiquer qu'ici, nous serons dans la substance blanche. Donc ce n'est bien sûr pas vide. Ici, tout ça, c'est de la substance blanche avec des faisceaux. Faisceaux, les capsules, les commissures. Voilà la substance blanche. Et nous pouvons ici montrer ces fibres du corps calleux qui viennent rayonner dans la substance blanche. Et il y aurait les fibres de la capsule interne, externe et extrême. Nous pouvons ici placer quelques éléments de repère. Ceci, c'est le gyrus du cingulum. Ici, nous sommes sur le gyrus F1. Nous reprendrons cela par ailleurs. F2, F3. Frontal supérieur, frontal moyen, frontal inférieur. Ici, nous sommes sur les gyrus temporaux. T1, temporal supérieur. T2, temporal moyen. T3, temporal inférieur. T4, occipito-temporal. T5, gyrus de l'hippocampe, et au-dessus, une structure que je vais mettre de couleurs différentes, qui est le gyrus dentatus, et qui appartient ici à l'hippocampe. Gyrus dentatus, ici. Nous sommes là sur la base du cerveau, nous sommes dans la fosse interpédonculaire. Voici ici le pédoncule cérébral, et nous avons un enroulement, et c'est à ce niveau que nous trouvons la queue du noyau codé, qui est toute petite ici, mais que l'on doit rechercher et que l'on voit bien sur des coupes en travaux pratiques. En imagerie, ça dépend un petit peu de la performance et du niveau de coupe. Voici donc ces régions. En profondeur du pédoncule cérébral, ici, nous pouvons placer la substance noire, substantia nigra, qui est un noyau mésencéphalique. Ici, c'est le noyau subthalamique, mais je ne reviens pas sur ces éléments. Donc voilà cette coupe où nous replaçons donc ces noyaux gris que nous avons vus dans un cours précédent, où nous replaçons ici la capsule interne, capsule externe, capsule extrême. Et nous allons donc maintenant nous consacrer au ventricule. Nous allons tout d'abord replacer en tout petit sur cette coupe, nous l'avons vu en grand par ailleurs, nous allons replacer le ventricule diencéphalique qui est donc tendu sur ce ténia abénulaire qui est au bout de l'épithalamus ici, et donc nous avons, en petit maintenant, nous avons là l'épendyme qui vient former la toile choroïde, toit du troisième ventricule, puis nous avons l'épendyme qui tapisse les parois de ce ventricule latéral. Vers le haut, il y a donc une disparition de la substance nerveuse et il y a création d'une toile choroïde par l'accollement épendyme-pimaire comme nous l'avons vu. Il y a des plexus choroïdes qui viennent pendre vers la cavité, riche en capillaires, et
rôle de ces plexus choroïdes, c'est sécrétion, résorption du liquide cérébrospinal qui remplit donc bien sûr les cavités ventriculaires, mais liquide cérébrospinal qui baigne l'ensemble de l'encéphale, comme vous le savez, et comme on le reverra en évoquant les méninges crâniennes dans des prochains cours. Au-dessus, nous l'avions dit, c'est la toile choroïde, donc c'est l'accollement épendym, pimaire. Nous nous en étions globalement arrêtés là. Nous pouvons encore rajouter sur cette coupe le septum et le fornix. Le septum que nous représenterons ici relativement peu haut et le fornix également que nous représenterons ici relativement peu large. Nous ferons des agrandis de ces régions, bien sûr, pour bien comprendre les éléments. Et dans cette région, nous allons maintenant trouver les ventricules latéraux. Il y en aura deux, ventricule latéral droit et ventricule latéral gauche. Peut-être même ici, pour bien voir les éléments, je vais placer les deux thalamus, ce qui nous permettra de voir la proximité des deux ventricules latéraux, droit et gauche. Voici donc le corps calleux. Et nous allons présenter également le noyau caudé du côté opposé, ce qui nous permettra sans doute de mieux saisir les proximités des différents éléments. Voici le noyau caudé du côté opposé. Donc, voici la mise en place très générale et nous allons placer ici encore la pimère. Pimère qui va donc tapisser l'ensemble de la surface cérébrale, c'est-à-dire que nous trouvons la pimère à la face supérieure du corps calleux, et cette pimère vient tapisser la face médiale des hémisphères, droit et gauche. La pimère rentre dans les sillons permettant d'amener notamment la vascularisation, et nous en redirons quelques mots. Voici ici donc cette pimère qui tapisse toute la surface médiale, la surface supérolatérale de l'hémisphère, qui rentre ici dans ce qu'on appelle le sillon latéral. Sillon latéral, anciennement sillon de Sylvius, sillon latéral, dit de Sylvius, nous reverrons cela, mais c'est le plus profond des sillons du cerveau et qui est le vestige de la rotation des vésicules télencéphaliques que nous avons évoqué en embryologie lors du cours précédent. Voici cette pimère qui rentre donc dans le sillon central, qui vient tapisser le cortex de l'insula et qui vient ici se poursuivre sur le lobe temporal, rentrant dans les sillons du lobe temporal. Voici ici cette pimère donc, qui tapisse l'ensemble de la surface externe. Ici, le gyrus dentatus, puis prolongation à la face inférieure du cerveau. Et je vous rappelle que nous sommes là sur cette jonction entre la fosse interpédonculaire, ici, ça c'est la fosse interpédonculaire, qui correspond à la région entre les deux pédoncules cérébraux. On parle aussi de losange interpédonculaire, et cette fosse interpédonculaire est donc la face inférieure du diencéphale, et plus précisément de l'hypothalamus, dont nous voyons les trois couches. Ici, la couche périventriculaire qui est fine, la couche paraventriculaire qui est épaisse, et enfin la couche latérale de l'hypothalamus. Et sur les côtés, c'est ici le pédoncule cérébral, donc, qui s'écarte, comme nous l'avions vu. Nous pouvons placer également la pimère qui se prolonge ici sur la face médiale, du côté opposé, c'est-à-dire du côté droit, ici. Donc, coupe frontale, nous aurions la droite et la gauche. Je vous ai dit, on représente souvent un côté gauche, puisque c'est l'hémisphère dominant, et on en fait partir les voies, notamment les voies motrices. Mais ça, c'est purement une question de convention et d'école. Voilà ce cerveau. Donc, il y a du liquide dans le troisième ventricule, liquide cérébrospinal, et il y a bien sûr du liquide tout autour. C'est ce que nous reverrons avec les méninges. Le cerveau baigne, comme la moelle baignait, dans du liquide, ce qui permet un amortissement. Et ici, nous sommes dans la fissure longitudinale du cerveau, et c'est ce que je vous avais montré par un petit schéma. Sur le vivant, les deux hémisphères sont en contact, mais c'est mou, on peut les écarter, et quand on les écarte, on tombe sur le corps calleux. On peut aussi disséquer ces régions, et donc on peut
ouvrir ici le corps calleux pour voir ce qu'il y a en dessous. C'est ce que nous avions fait lorsque nous avons étudié le diencéphale. Nous avons fait une vue qui correspond à des préparations que l'on a dans les collections et qu'on utilise en travaux pratiques. Donc, on écarte les deux hémisphères, on coupe le corps calleux, on enlève le corps calleux, le septum, le fornix, et donc, on tombe ici sur les thalamus, vue que nous avions fait, et la vue supérieure de la toile choroïde du troisième ventricule. Donc, ce cours maintenant va correspondre à l'étude des ventricules latéraux qui seront au nombre de 2, donc, puisqu'il y a 2 hémisphères, 2 vésicules télencéphaliques. Pour voir cela, nous allons refaire une vue que l'on peut avoir en dissection. Quelle sera cette vue? Eh bien, on va sur l'encéphale, on va enlever toute la matière grise ici supérieure, au-dessus du corps calleux. Donc c'est presque une sculpture, il faut y aller doucement. Et on arrive sur le corps calleux. Et on va là faire une fenêtre dans le corps calleux et conserver le fornix, les noyaux codés, les thalamus. Donc, sur cette vue, c'est une vue supérieure qui est en fait le niveau d'au-dessus de ce qu'on a vu pour la toile choroïde. On avait fait la vue supérieure des thalamus, de la bénula et de la toile choroïde du troisième ventricule, et maintenant on est le niveau au-dessus où on garde le fornix. Je ne vais peut-être pas remettre le fornix en ocre qui se voit moins bien, je vais prendre du blanc, mais c'est bien le fornix que je dessine ici. Donc, nous allons, sur cette vue supérieure, dessiner le fornix, et nous avons vu que le fornix avait un aspect triangulaire qui est pointu vers l'avant, la pointe ou le sommet du triangle est vers l'avant, et la base, très large, est vers l'arrière. Donc c'est la vue supérieure du fornix, c'est ici agrandi, nous l'avions fait tout à l'heure, mais en plus petit. Voici l'extrémité antérieure, donc nous aurions l'avant vers le haut et la droite à droite. Et c'est donc une vue supérieure de ces éléments. Pour le diencéphale, nous avions fait la même vue, mais en enlevant le fornix que nous sommes ici en train de dessiner. Donc voici le fornix, ses contours et son bord postérieur. Fornix. Ce fornix, nous le savons, vient se placer au-dessus du thalamus. Thalamus que nous pouvons voir par le pôle antérieur et par le pôle postérieur, thalamus qui est en partie caché par le fornix. Voici les thalamus en vue supérieure, c'est la vue que nous avions faite pour le diencéphale. Simplement, il y a le fornix en plus. Thalamus droit, thalamus gauche. Nous allons peut-être remplir un petit peu les éléments pour bien voir que ce ne sont pas des structures vides. Le thalamus, droit, thalamus gauche, en vue supérieure. Et ici, le corps du fornix, donc, qui est triangulaire, et que nous avions évoqué, cette lame du corps qui est concave vers le bas, qui forme une voûte, d'où le nom de fornix. Je vais peut-être quand même rajouter un petit peu d'ocre pour que l'on voit bien qu'il s'agit du fornix comme on l'avait évoqué. Voici ici donc la couleur ocre que l'on a sur la coupe et ce sera peut-être plus commode en compréhension. Voici le fornix que je surligne juste en ocre. Et nous avons vu que ce fornix, qui correspond à une commissure, donc avec des fibres ici qui seront en partie transversales, puis d'autres longitudinales, réunissant les côtés droit et gauche. Ce fornix se prolonge en avant par les colonnes du fornix droite et gauche, qui viennent délimiter avec le pôle antérieur du thalamus, qui viennent délimiter le foramen interventriculaire. Donc ici, colonne du fornix qui vient contourner le pôle
antérieure du thalamus et délimiter le foramen interventriculaire que nous avions évoqué, dont nous reparlerons, dit aussi foramen ou trou de Monro. Colonne du fornix. Puis, nous allons voir de l'arrière partir les piliers droit et gauche du fornix, qui vont ici, eh bien, se recourber vers l'avant, je ne mettrai qu'un côté sans doute ici, qui vient se recourber vers l'avant et le bas pour aller dans le lobe temporal, confère la vue que nous avions faite de cet enroulement, de cette courbure. Voici le pilier du fornix, donc, qui de chaque côté part, et je vous rappelle que ça va également vers le bas. Nous pourrions ici juste, bien sûr, montrer qu'il y a l'autre côté. Qu'est-ce que nous avons encore comme élément? Eh bien, nous avons le noyau codé, que nous allons mettre en bleu, comme nous l'avons toujours fait. Ce noyau codé, j'essaye de trouver la bonne craie, ce noyau codé va avoir une volumineuse tête qui se place en avant du thalamus, du pôle antérieur du thalamus. C'est la tête du noyau codé qui ensuite va faire suite par le corps qui vient progressivement se réduire ici de l'avant vers l'arrière. Donc voici ce noyau codé, la tête qui vient en avant du thalamus, puis c'est le corps, et entre le noyau codé et le thalamus, nous avons un sillon qu'on appelle le sillon thalamo-codé, on l'appelle aussi le sillon terminal. Noyau codé avec sa tête et son corps, qui est donc placé au-dessus, nous l'avons vu sur la coupe frontale et déjà dans le cours précédent, qui est placé au-dessus du thalamus, au-dessus et légèrement en dehors. C'est pour ça que nous le voyons ici sur le côté. Et nous pouvons placer ici la tête du noyau codé du côté opposé. Ce noyau codé se poursuit par la queue du noyau codé qui va se recourber également, de par la rotation télencéphalique, qui va se recourber vers l'avant et le bas. Queue du noyau codé, bon, c'est sensiblement de même niveau, on peut les décaler dans un sens ou dans l'autre, elles sont sensiblement superposées, queue du noyau codé et pilier. Voici la queue du noyau codé, donc en bleu. Ceci parce qu'il y a cet aspect arciforme de la rotation télencéphalique. Nous pouvons encore placer, puisque pour voir cela, nous avons dû sectionner ici le septum, et donc nous pouvons, sur la ligne médiane, ici, nous pouvons placer la trace du septum pellucidum que nous avons dû ici couper et qui s'insérerait donc à la face supérieure du fornix pour aller vers le corps calleux qui est au-dessus et que nous avons donc ici enlevé. Ceci, c'est le septum pellucidum. Donc là, nous avons l'ensemble des structures anatomiques et maintenant, nous allons passer à l'aspect des toiles choroïdes, puisqu'effectivement, il va y avoir une disparition de la substance nerveuse qui se fait au niveau des vésicules télencéphaliques. Donc, pour cette toile, nous allons trouver un ténia. Ce ténia forme un cadre et la géométrie tridimensionnelle de ce cadre conditionne la morphologie de la toile. C'est la partie la plus complexe de la neuroanatomie, c'est-à-dire que quelqu'un qui a compris la morphologie du ténia a compris l'ensemble de la morphologie cérébrale. Ce sont des choses qui ne sont pas si faciles à trouver dans la littérature, qui sont très classiques, mais qu'on a tendance un petit peu à oublier aujourd'hui et du coup à moins bien comprendre la morphologie. Ce ténia, nous allons le représenter ici. C'est tout d'abord un ténia qui va s'insérer sur le bord latéral du fornix. Et je le mets donc ici en violet, comme je l'avais présenté. Voilà le ténia, c'est le ténia du fornix. Et ce ténia du fornix va se prolonger sur le pilier du fornix. Ténia du fornix, ici. Et ce ténia se prolonge à la partie antérieure
du fornix par le côté opposé. Voici le ténia du fornix. C'est une première partie du cadre. La deuxième partie du cadre d'ouverture nerveuse, est en continuité avec le ténia du troisième ventricule, comme nous le reverrons. Et donc, cette continuité va se faire obligatoirement par le foramen interventriculaire. À l'origine, l'ouverture de la substance nerveuse télencéphalique se fait au niveau du noyau codé et correspond au sillon thalamo-codé, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le sillon terminal. Sillon terminal, pourquoi? Car c'est justement la terminaison du télencéphale. Mais, donc à l'origine, ce ténia, il serait là dans ce sillon thalamo-codé, sillon terminal. Mais, au cours de l'organogénèse, ce ténia a tendance à glisser sur la face supérieure du thalamus et arriver à peu près au quart supérieur. Et le ténia, qu'on appelle le ténia du thalamus, qui passe ici dans le foramen interventriculaire, vient se retrouver ici, eh bien, sur la face supérieure du thalamus. À l'origine, il était donc bien sur le noyau codé, c'est-à-dire télencéphalique, mais il a glissé, et il glisse par une sorte de petite membrane qu'on appelle la lamina affixa, donc, qui montre que c'est bien une structure qui était sur le noyau codé et télencéphalique et qui a glissé à la face supérieure du thalamus. Encore une fois, sinon ce ne serait pas une structure télencéphalique. C'est bien sur le noyau codé, c'est bien sur le sillon thalamo-codé, dit sillon terminal, mais avec le développement, cela glisse sur la face supérieure du thalamus, ténia du thalamus. Ce ténia du thalamus, qui est donc à l'origine sur le noyau codé, vient se poursuivre sur la queue du noyau codé. C'est ici très serré. De toute façon, tout ça est très fin. Et là, je l'ai même écarté par rapport à la réalité. Et vers l'avant, ténia du fornix et ténia du thalamus viennent se poursuivre l'un dans l'autre. Et nous avons là un cadre complet. Si je représente le ténia de façon isolée, et là aussi, c'est une vue qui était extrêmement classique, mais qu'on ne fait plus. D'ailleurs, je vous donnerai quelques références à la fin des diapositives. Globalement, il y a un aide-mémoire d'anatomie centrale qui est publié chez Ellipse, et puis un livre plus récent avec une illustration faite à partir d'IRM qui est apparu chez Masson, qui s'appelle Neuroanatomie descriptive, que j'ai fait avec Jean-Philippe Dillenzegger. Et enfin, pour ceux qui veulent vraiment creuser, il y a un livre anglais qui est le Nouveau-Nuis, dont je donnerai les références à la fin des diapositives. Nous allons voir maintenant ce ténia. C'est encore une fois ce qu'il y a de plus compliqué, c'est un peu comme les lignes du péritoine. Nous allons voir l'ensemble du ténia. L'ensemble du ténia va correspondre, eh bien, à ce ténia que nous venons de représenter ici, qui est le ténia du fornix, donc qui vient suivre les bords du fornix. C'est ici le ténia isolé. Et nous voyons cela se continuer sur le pilier du fornix de chaque côté. Et d'autre part, nous allons avoir le ténia abénulaire, c'est-à-dire cette forme de diapason, qui est le ténia de la toile du troisième ventricule, avec le petit prolongement suprapinéal, donc c'est ici le ténia du troisième ventricule, et ce ténia abénulaire, par les foramen interventriculaires, se prolonge par le ténia du thalamus, qui était à l'origine sur le noyau codé, et puis que du noyau codé. Donc, nous sommes là sur le ténia du troisième ventricule, et nous arrivons ici, eh bien, au passage dans le foramen interventriculaire, et nous arrivons ici à la suite de ce ténia qui se prolonge vers le ténia du fornix. Voilà la forme tridimensionnelle en vue supérieure de ce ténia. Nous avons ici la partie qui appartient au ventricule latéral droit et gauche, c'est-à-dire
télencéphalique, mais en fait, ce ténia est unique et en continuité avec le ténia du troisième ventricule, ce qui fait qu'il n'y a là qu'un seul ténia et donc qu'une seule toile choroïde. Nous revenons ici à la toile choroïde du ventricule latéral et elle est tendue dans le cadre du ténia. Voici ici la toile choroïde tendue dans le cadre du ténia, qui est ici, et là, il y a une disparition de la substance nerveuse. Voilà la toile choroïde. Donc, toile choroïde, c'est ici quelque chose qui est très étroit, je l'ai presque écarté. Il faut jouer un petit peu avec les masses pour bien le voir, ça, c'est quelques millimètres, mais ça a une grande importance, bien sûr. Et là, nous avons à ce niveau, comme on le reverra sur la coupe et sur des vues agrandies, nous avons ici l'accollement épendime pimaire. Voici la toile choroïde du ventricule latéral, donc il y en a une de chaque côté, qui se poursuit avec la toile choroïde du troisième ventricule par le foramen interventriculaire, ici, dit foramen de Monro, ce foramen interventriculaire qui est limité par le pôle antérieur du thalamus et la colonne du fornix. En avant, on a la tête du noyau codé. Donc voici ici cette toile. Cette toile présente des plexus choroïdes que l'on voit par transparence à pendre vers l'intérieur de la cavité ventriculaire. C'est ce que nous pouvons représenter ici, ces petits pelotons par transparence avec cette richesse capillaire, plexus choroïde de la toile du ventricule latéral. Et vers l'arrière, ici, il y a un peloton qui va aller dans une prolongation du ventricule latéral qui est caractéristique. Ces plexus choroïdes peuvent se calcifier avec l'âge, c'est assez classique, notamment à ce niveau postérieur. Et s'ils sont calcifiés, ça veut dire qu'on peut les voir sur une radiographie du crâne normale, standard. Leur situation caractéristique évoquera qu'il s'agit bien de calcification du plexus choroïde et qu'on retrouve aussi au scanner, puisque les tissus calcifiés se voient bien. Nous pouvons représenter ici la toile choroïde sur l'ensemble du ténia, et nous avons là la première partie qui est la toile choroïde du troisième ventricule, qui est impaire et médiane, donc que nous avions vu, c'est cette forme de diapason. Et il y a une prolongation par les foramen interventriculaires, qui sont ici foramen interventriculaires de Monro. Il y a la prolongation de chaque côté, à droite et à gauche, entre le ventricule diencéphalique, troisième ventricule, qui est impair et médian, et les ventricules latéraux, droit et gauche, qui sont donc pairs. Là, ici, au niveau du foramen interventriculaire, prolongation de la toile choroïde par la toile choroïde du ventricule latéral à droite et à gauche. Donc, ceci en vue supérieure, schématique, mais on est là quand même dans des choses qui sont très proches d'une réalité. Voici l'ensemble de ces toiles choroïdes. Donc, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une seule toile choroïde pour le diencéphale et pour le télencéphale. C'est en fait la toile choroïde issue du prosencéphale. Et cette toile choroïde unique s'appelle la toile choroïde prosencéphalique, ce qui fait que finalement, au niveau du système nerveux central, il n'y a que deux toiles choroïdes. Il y a la toile choroïde rhombencéphalique, quatrième ventricule, et la toile choroïde prosencéphalique qui a deux portions, une portion impaire et médiane, ou trois portions, une portion impaire et médiane qui est la toile choroïde du troisième ventricule diencéphalique et qui est en continuité de chaque côté avec la toile choroïde télencéphalique des ventricules latéraux. Donc ceci est une morphologie complexe puisque bien sûr ça vient se recourber vers le bas et l'avant, mais si on a compris ça, on a compris l'ensemble de la morphologie cérébrale. Donc ici, nous pouvons retrouver maintenant ces éléments sur cette vue, mais nous le ferons bien sûr en agrandi. Nous avons ici, sur le bord du fornix, nous avons le ténia du fornix, bord latéral du fornix. Et nous allons trouver le ténia du thalamus,
qui à l'origine était dans le sillon thalamo-caudé, donc entre le bleu et le blanc ici, sillon thalamo-caudé aussi appelé sillon terminal, mais qui au cours de l'organogénèse vient glisser sur la face supérieure du thalamus, à peu près au quart supérieur de la face médiale, et au bout de cette lamina affixa, ici nous trouvons le ténia du thalamus, donc quart supérieur du thalamus, nous ferons l'agrandi. Et à présent, nous pouvons mettre, pour compléter cette vue, eh bien, la pimère. Voici la pimère à la face inférieure du fornix, et la pimère ici qui est tendue entre les deux parties du ténia. Nous agrandirons cela. Et nous pouvons maintenant mettre l'épendyme du ventricule latéral à droite et à gauche, et les ventricules latéraux sont donc séparés par le septum, qui est relativement fin et qui se perfore assez facilement en dissection. Voici ici le ventricule latéral. Donc ventricule latéral, et nous trouvons une zone entièrement entourée de pimère ici. Ça veut dire que c'est une zone qui est ouverte vers l'extérieur, et ça, c'est la fissure transverse du cerveau. Fissure transverse du cerveau. Alors, nous ferons un petit schéma éventuellement pour expliquer cela. C'est une invagination en doigt de gant qui a à peu près la taille de l'index. On y rentre en arrière du splénium du corps calleux, en arrière et au-dessous, et en fait, on est entre le corps calleux et le fornix, et la toile choroïde du troisième ventricule. Je ferai une petite représentation tout à l'heure. Donc, à présent, nous allons, on peut peut-être d'ailleurs évoquer ça tout de suite, nous allons reprendre cela, je réfléchis sur quel dernier plan, on va donc peut-être le faire ici. Nous allons représenter le thalamus, de nouveau, thalamus, ici. Nous allons représenter ensuite l'épithalamus, donc, qui derrière vient se terminer par la commissure abénulaire, à laquelle est appendu le corps pinéal ou glande pinéale. Puis nous trouvons ici la colonne du fornix qui vient délimiter le foramen interventriculaire. Puis ce sera ici la lame terminale, la commissure antérieure, cette lame terminale, le chiasma optique, la région du tubaire. Puis ici, nous avons l'enroulement du corps calleux avec le rostre, puis le genou, le tronc du corps calleux, et ici, vers l'arrière, le splénium du corps calleux. Voici donc la coupe. Nous avons la jonction avec le diencéphale. Je vous rappelle que la lame terminale, ici en avant, nous l'avons vu, c'est embryologiquement du télencéphale. Ici, le chiasma optique. La commissure antérieure, puis une portion très fine qui est le rostre du corps calleux, le genou, le tronc du corps calleux, et vers l'arrière, le splénium. Voici donc là le corps calleux. Corps calleux que nous avons sectionné, c'est la coupe sagittale médiane que nous avons déjà faite un certain nombre de fois. Voici le corps calleux. Et nous avons le fornix qui vient se placer en dessous. Fornix, voûte concave vers le bas. Voici le fornix qui se prolonge par la colonne du fornix en avant à droite et à gauche, fornix, et le fornix touche en arrière le corps calleux. Ce fornix, nous l'avons dit, est appendu au corps calleux par le septum pellucidum que je représente ici au-dessus et qui est donc cette cloison sagittale médiane qui est entre la face inférieure du corps calleux, qui n'est pas une commissure, le septum pellucidum, qui est très haut en avant, haut et large en avant, et qui en arrière se réduit de taille, puisque en arrière, le fornix, qui est très large, touche directement le corps calleux. Voilà le septum
pellucidum. Donc, nous pouvons maintenant placer quelques éléments encore vers l'arrière. On ne va pas représenter tout le diencéphale, mais ici nous aurions donc la commissure postérieure, puis on arrivera ici sur la lame tectale avec les colliculus. Nous sommes là sur la lame tectale, jonction avec le diencéphale. Plancher du troisième ventricule, ici. Donc, nous pouvons placer la pimère. Cette pimère tapisse la face externe, c'est-à-dire ici, comme nous l'avions vu, tapisse la lame terminale, tapisse le chiasma, tapisse ici la région de la fosse optopédonculaire, et la pimère, au fond de la fissure longitudinale du cerveau, tapisse la face supérieure du corps calleux. Nous sommes là, sur cette coupe sagittale, nous sommes bien au fond du sillon de la fissure longitudinale du cerveau, et ici, fissure longitudinale du cerveau, et nous voyons la pimère se réfléchir sous le splénium pour passer sous le fornix. Confère cette vue ici, nous avons bien là de la pimère au-dessus du corps calleux, au fond de la fissure longitudinale du cerveau, et nous avons de la pimère qui tapisse la face inférieure du fornix, face inférieure ici, qui serait recouverte donc de pimère. Voici cette pimère qui tapisse la face inférieure du fornix. Et qu'est-ce que nous avons encore comme pimère que nous connaissons? Eh bien, nous avons la pimère au niveau du ténia du troisième ventricule. Voici ici cette pimère que nous connaissons et qui vient se poursuivre avec la pimère de la lame tectale en arrière, puis ce sera la pimère sur le vermis cérébelleux. Et vers l'avant, c'est ici un cul-de-sac, l'un se prolonge dans l'autre. Voilà la pimère. Et nous sommes donc là dans une zone qui est externe, entièrement recouverte de pimère. Nous pouvons y rentrer, comme je vous l'ai dit en passant le doigt, c'est à peu près la taille de l'index comme taille en longueur et en largeur, et on peut rentrer ici dans la fissure transverse du cerveau, qui est donc une impasse, qui est un cul-de-sac en avant. Fissure longitudinale du cerveau. Et ceci explique que si l'on présente maintenant l'épendym en dessous, épendym qui correspond au toit du troisième ventricule, accolement épendym pimère, eh bien, nous avons ici l'épendym qui tapisse ici le toit, accolement épendym pimère, c'est la toile choroïde du troisième ventricule, et ici l'épendym qui passe dans le foramen interventriculaire pour aller vers le ventricule latéral, et ici l'épendym qui tapisse la lame terminale, et nous sommes bien là dans le troisième ventricule. Troisième ventricule qui est impair et médian, et par le foramen interventriculaire, on va vers les ventricules latéraux droit et gauche. Voici donc ces éléments, et nous sommes là dans cette fissure longitudinale du cerveau qui est complexe là aussi à comprendre, fissure transverse du cerveau qui est complexe à comprendre, mais quand on comprend ça, on a tout compris, et cela provient directement de l'embryologie. Le fait qu'il y ait cette fissure transverse du cerveau correspond à ces enroulements successifs et va aussi permettre l'arrivée d'artères et le départ de veines. Sinon, on serait dans une région très profonde. Donc, c'est par ici que des artères, notamment choroïdes, vont arriver pour vasculariser le diencéphale, par l'arrière, et inversement, deux grosses veines, les veines cérébrales moyennes, qui vont partir ici de cette fissure transverse pour arriver à la surface du cerveau et se drainer. Donc, fissure transverse du cerveau qui est profonde et qui est importante, qui est cette région ici, borgne en avant, et on rentre sous le fornix, sur le splénium du corps calleux. Nous allons maintenant voir la morphologie des ventricules latéraux sur un aspect de type ventriculographique, et nous terminerons enfin par 4 agrandis des différentes régions des ventricules latéraux. Donc nous allons faire 2 vues ventriculographiques qui correspondent à la suite de ce que nous avions fait pour le 3e ventricule et le 4e ventricule. Une ventriculographie, c'est une technique qui a été inventée en 1922
par Sicard et Forestier, qui étaient deux universitaires, deux professeurs de médecine parisiens, 1922, grâce à l'injection de l'ipiodol, qui venait remplacer le liquide cérébrospinal à l'intérieur des cavités par un liquide de contraste. Cette ventriculographie lipiodolée a été utilisée jusque vers les années 85 et a été supplantée par le scanner. Donc le scanner, on est vers 1978, mais il y a eu une jonction où on utilisait encore les ventriculographies lipiodolées. Il y avait quand même un certain nombre d'inconvénients et d'effets secondaires. Donc on a abandonné cette ventriculographie lipiodolée, mais maintenant on peut voir cette ventriculographie grâce à l'IRM et au contraste qu'il y a entre le liquide et la substance nerveuse. Donc nous allons faire cette ventriculographie qui est en fait le volume des ventricules, de l'ensemble des ventricules. Nous allons faire la ventriculographie de face et de profil. Donc nous allons faire une ventriculographie, on peut commencer par la face, donc où nous allons trouver le remplissage du ventricule diencéphalique ou troisième ventricule. C'est ici donc un ventricule qui est impair et médian. Il est beaucoup plus fin que je le représente, mais il faut quand même lui donner une certaine taille pour le voir. Je vous ai dit, les deux thalamus sont très rapprochés. Voici le troisième ventricule. Et vers l'arrière, ce troisième ventricule se poursuit par l'aqueduc du mésencéphale, qui est une portion extrêmement fine et réduite, comme le canal central primitif. Et puis, nous arrivons au quatrième ventricule, qui, en vue de face, nous l'avons dit, a une forme losangique, d'où le nom de ventricule rhombencéphalique et d'où le nom de rhombencéphale. Et puis ensuite, ceci se poursuit par le canal central de la moelle allongée, puis, je vous l'ai dit, au niveau de la moelle spinale, en général, il y a une obturation du canal central. Donc voici ici, sur cette ventriculographie, soit lipiodolée autrefois, soit maintenant en contraste IRM, ces cavités qui sont là impaires et médianes, c'est le canal central primitif qui vient former des dilatations. Nous avons le quatrième ventricule rhombencéphalique, avec une toile choroïdienne propre, comme on l'a vu, et nous avons ici le troisième ventricule diencéphalique. Au niveau des foramènes interventriculaires, qui sont en fait, plutôt que des trous, des petits canaux à peu près 5 mm de longueur, à droite et à gauche, nous allons arriver dans le ventricule latéral de chaque côté. Et le ventricule latéral va suivre la rotation télencéphalique avec un certain nombre de prolongements. Vers l'avant, nous trouvons un prolongement du ventricule latéral qu'on appelle la corne frontale. Corne frontale, ici, qui est assez vaste, corne frontale, puis nous trouvons le ventricule latéral proprement dit. Je l'écarte de la ligne médiane, il est en fait plus proche. Et nous allons trouver vers l'arrière un prolongement qu'on appelle la corne occipitale. Voici ce ventricule latéral. Et à l'angle postérieur, en arrière du thalamus, le ventricule vient se recourber pour former la corne temporale qui est très fine et qui s'engage dans le lobe temporal. Donc voici ici cette ventriculographie. On pourrait représenter le côté opposé puisque c'est quelque chose qui est bien sûr double. Donc troisième ventricule, ici le foramen interventriculaire dit foramen de Monro, et voilà le remplissage du ventricule latéral. Donc avec une forme où on retrouve l'aspect que nous avons vu pour le fornix et son pilier ou pour le noyau codé, c'est la rotation avec cette partie qui s'engage dans le lobe temporal. Nous allons le voir sur le profil. Nous sommes ici sur le ventricule latéral, par exemple du côté gauche. Donc ventriculographie. Nous trouvons plusieurs parties. Nous trouvons donc en avant ici du foramen interventriculaire, nous trouvons ce qu'on appelle la corne frontale. Puis nous trouvons le ventricule latéral au niveau de son corps, ici, ventricule latéral proprement dit. Puis nous trouvons une corne occipitale. Puis nous trouvons la corne temporale très effilée. Il n'existe de toile choroïde
qu'au niveau du corps du ventricule latéral et de la corne temporale. Ceci, vous voyez, c'est ce que nous voyons sur cette vue. C'est ici le corps du ventricule, ici la corne temporale. La corne occipitale est dépourvue de toile choroïde, de même que la corne frontale en avant que nous reverrons. Nous pouvons maintenant voir cela sur une ventriculographie qui serait un profil, car on est obligé, dans beaucoup de structures, quand on a quelque chose de tridimensionnel de volumique, d'avoir au moins 2 incidences. Et nous allons retrouver ici donc ces éléments, avec, ce ne sera peut-être pas exactement la même taille si on veut pouvoir tout représenter. Voici le toit du 3e ventricule et le foramen interventriculaire. Ceci nous mène à la paroi antérieure du 3e ventricule. C'est la lame terminale, récessus supraoptique, récessus infondibulaire. Nous avons le plancher du 3e ventricule qui remonte vers le haut et l'arrière. Et ceci nous mène à ce que nous avions vu au niveau du tronc cérébral. Donc voici ici le foramen interventriculaire. Viennent se superposer les côtés droit et gauche. Bien sûr, le 3e ventricule est impair et médian, ainsi que les cavités au niveau du tronc cérébral, et il y a 2 ventricules latéraux qui viennent se superposer sur la vue de profil. Voici donc le 3e ventricule, le toit du 3e ventricule. Voici en arrière l'aqueduc du mésencéphale et l'élargissement qui, de profil, on l'avait dit, est maintenant triangulaire et non plus losangique, l'agrandissement du ventricule rhombencéphalique ou 4e ventricule. Donc voici ici ces éléments. Le 3e ventricule, l'aqueduc du mésencéphale que nous avions vu, le 4e ventricule. 4e ventricule ici, le 3e ventricule, le foramen interventriculaire. Et là, nous allons avoir les 2 ventricules latéraux qui se superposent. Nous allons trouver la corne frontale vers l'avant, puis nous allons trouver le corps du ventricule, qui viendra se recourber par la corne temporale. Voici la corne frontale, le corps, et vers l'arrière, nous avons une prolongation qui est la corne occipitale. Et voici la corne temporale qui est effilée. Voici la ventriculographie donc, de l'ensemble du système nerveux central. Ventriculographie. Alors on faisait aussi des ventriculographies gazeuses, où on remplaçait le liquide par de l'air. Ça s'est fait, moi j'en ai encore vu faire. Il y avait des conséquences neurologiques parfois, et l'examen a été totalement abandonné à peu près vers 1985. Donc on pouvait effectivement faire ces ventriculographies lipiodolées, mais aussi gazeuses, puisque l'air va se voir sur une radio standard. On pouvait dessiner les cavités et donc, de manière indirecte, voir s'il y avait ou pas des tumeurs qui déformaient les ventricules. C'était un signe indirect. Les tumeurs se voyaient avec la déformation des artères, artériographie, et avec la déformation des ventricules. Je vous rappelle donc que nous avons plusieurs parties. Nous avons en avant du foramen interventriculaire ici, nous avons la corne, j'aurais peut-être pas dû mettre un trait complet, mais la corne frontale. Nous avons ici le corps du ventricule. Nous avons là la corne occipitale. Nous avons là la corne temporale. Et nous sommes là dans une région qu'on appelle, entre les cornes, qu'on appelle le carrefour ventriculaire. Carrefour ventriculaire, on dit aussi atrium ventriculaire. Et c'est au niveau de cet atrium que nous avons ce petit prolongement ici de plexus choroïde. Nous pourrions mettre en pointillé les différentes cornes qui ici vont être satellites de la queue du noyau codé, mais nous pouvons ici juste présenter ce carrefour ventriculaire et cette corne occipitale qui vient vers l'arrière. Nous avons là tous les éléments. Je vous rappelle donc qu'il y a une continuité de l'ensemble des cavités de l'intérieur, de l'ancien canal central du tube neural. Je vous rappelle qu'il y a un seul endroit où il y a un échange possible entre le liquide intérieur et le liquide extérieur, et que ce seul endroit, c'est le foramen médian de la toile choroïde du 4e ventricule, ici. C'est le foramen médian ou de Magendie. C'est le seul endroit où il y a
le passage possible entre le liquide intérieur dans les cavités ventriculaires et aqueducs du mésencéphale, et nous avons là la régulation qui, lorsqu'elle n'est pas faite correctement, va mener à une hydrocéphalie. Donc liquide interne qui communique à ce niveau-là avec le liquide externe, même si ces membranes sont extrêmement fines au niveau des toiles choroïdes et que donc il peut y avoir un passage de type osmolarité. Nous pouvons également rappeler qu'il n'y a que 2 toiles choroïdes. Il y a la toile choroïde du prosencéphale, on va prendre peut-être du vert, toile choroïde du prosencéphale, qui est donc en continuité, qui correspond ici au toit du 3e ventricule, et cette toile choroïde, on l'a dit, ce n'est que dans la partie centrale du ventricule et sur la corne temporale. Ça, en continuité, c'est cette toile choroïde prosencéphalique, toile choroïde du 3e ventricule qui se poursuit avec les toiles choroïdes des ventricules latéraux. Et la 2e toile, c'est la toile prosencéphalique qui est ici sous le fait du toit, donc c'est la partie ici inférieure de la paroi postérieure du toit du ventricule latéral, comme nous l'avions vu, percée par le foramen médian, sur les côtés les foramens latéraux de Louchka, mais qui sont souvent obturés chez l'adulte. Le dernier point que nous allons voir, eh bien, c'est, pour bien comprendre ces ténias et ces structures, c'est de faire un agrandi avec une coupe dans les différentes cornes et dans la partie centrale, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'agrandir ça, qui, je l'avoue, sur ce dessin, en tant que tel, n'est pas visible ou compréhensible. Donc il y aura 4 coupes, corne frontale, le corps du ventricule, corne occipitale et la corne temporale. Ceux-ci sont des éléments extrêmement précis, mais on pourrait passer bien sûr beaucoup plus de temps encore à les étudier. La corne frontale. La corne frontale, qui est ici, est située au niveau de la tête des noyaux codés. Et entre les noyaux codés, nous avons le septum qui viendra systématiquement délimiter ventricule droit, ventricule gauche. Nous avons ici donc la première coupe, c'est la corne frontale du ventricule latéral. Et nous allons, c'est très simple, c'est en pleine substance nerveuse, nous allons trouver les têtes des noyaux codés, qui sont donc, on n'est pas obligé de faire cette coupe très grande parce que c'est très simple. Voici ici, donc ce ne sera pas obligatoirement tout à la même taille. Voici ici le noyau codé d'un côté, voici ici le noyau codé de l'autre, et nous allons trouver entre les deux la région du septum. Septum qui est étendu à la face inférieure du corps calleux, mais à ce niveau, le corps calleux vient former son genou. Donc nous trouvons du corps calleux au-dessus, ici, corps calleux, et nous trouvons du corps calleux en dessous. Ceci tout logiquement, puisque, je vous rappelle, le corps calleux ici faisant son genou, quand on fait une coupe ici, on en coupe 2 fois le corps calleux en avant. Donc on coupe le corps calleux au-dessus, le corps calleux en dessous. Et sous le corps calleux, et qu'on fait aussi cette coupe ici, donc nous sommes là, on coupe le corps calleux 2 fois, et entre, nous allons trouver le septum, septum pellucidum, qui est ici, tendu au niveau du corps calleux, depuis la partie haute jusque vers le bas, la partie du rostrum. Donc nous avons là les 2 noyaux codés. Nous avons le septum pellucidum. Nous avons le corps calleux, où se place la pimère. La pimère se place ici au-dessus du corps calleux, en dessous du corps calleux. Et en dessous, nous avons le septum. Donc, voici ici la pimère. Voici ici la pimère. Et qui se poursuivrait en haut par la fissure longitudinale et en bas du cerveau. Et nous sommes là dans la corne frontale, ventricule droit,
ventricule latéral droit, ventricule latéral gauche, qui est tapissé d'épendymes. Il n'y a pas de toile choroïde, c'est une corne qui est un simple prolongement dans la substance nerveuse, entre les noyaux codés, entre le corps calleux et le septum au milieu. Voici la corne frontale du ventricule latéral en pleine substance nerveuse, paroi médiale, le septum, paroi latérale, la tête du noyau codé, la paroi supérieure, corps calleux, paroi inférieure, corps calleux. Donc, corne frontale qui est très simple. La région centrale du corps calleux, elle, est plus complexe. C'est le détail de cette région centrale. Et là, nous allons faire un schéma plus grand. Donc, nous allons trouver, peut-être on va le faire en dessous ici. Donc, nous allons trouver sur cette région le thalamus. On va essayer de faire quelque chose d'assez grand. Voici ici le thalamus. Thalamus que nous connaissons, qui est coupé ici sur une coupe frontale. Puis nous allons trouver au-dessus, donc c'est l'agrandite ce que nous avons déjà vu ou fait, nous allons trouver au-dessus le noyau codé. C'est une coupe ici schématique, puisque suivant le niveau, le noyau codé sera plus ou moins gros, gros en avant vers la tête, petit en arrière vers la queue. Voici ici donc le noyau codé, qui est au-dessus et latéralement par rapport au thalamus, noyau codé. Et le thalamus et le noyau codé sont séparés par le sillon thalamo-codé, qui est le sillon terminal. Télencéphale, noyau codé, diencéphale, thalamus. Nous pouvons placer l'épithalamus à peu près à mi-hauteur du thalamus, épithalamus, abénula, stria abénulaire. Puis nous pouvons placer au-dessus le corps calleux qui est concave ici vers le haut, corps calleux qui vient rayonner, 200 millions de fibres, qui vient rayonner dans chaque hémisphère, ici corps calleux. Sous le corps calleux, nous allons trouver le septum, de hauteur variable suivant le niveau, et le fornix. Voici le septum, que je ne représenterai pas très haut volontairement. Ici, c'est juste un modèle. Hein. Voici le septum. Donc on est relativement en avant, le septum est peu haut. Et sous le septum, nous trouvons le fornix, que je ne représente également pas très large, pour mieux voir les éléments de la toile choroïde. Donc c'est une coupe qui est fausse, puisque ici nous sommes très étroits au niveau du fornix, donc en avant, et le septum est très peu haut, donc on serait plutôt en arrière. Mais c'est le principe de la coupe de Charcot, de pouvoir jongler avec les éléments pour finalement pouvoir tout représenter. C'est à la fois faux, mais on va retrouver toutes les structures facilement sur toutes les coupes. Alors, à partir de là, nous avons les ténias. Nous avons le ténia du troisième ventricule qui est placé ici sur l'abénula et la strémidulaire, c'est-à-dire c'est le ténia ici qui vient former cette forme de diapason. Dessous, ici, nous pouvons rappeler sillon hypothalamique, c'est l'hypothalamus, hein, et nous avons là l'épendyme du troisième ventricule que nous connaissons. Moitié supérieure de la face latérale, c'est la moitié inférieure du thalamus. Et puis, c'est ici l'hypothalamus et la jonction avec le côté opposé. Puis, le toit du troisième ventricule, c'est la toile choroïde. C'est ici l'épendyme avec, de chaque côté, plexus choroïde qui vient pendre dans la cavité ventriculaire. Ici, donc nous sommes bien dans le troisième ventricule que nous avons étudié. Troisième ventricule, ventricule diencéphalique. Et maintenant, nous avons le ténia du ventricule latéral. Nous avons vu qu'il y a deux portions qui sont en continuité. Il y a tout d'abord le ténia du fornix. Il est ici, au bord latéral du fornix de chaque côté. Ténia du fornix. Et d'autre part, où est-ce que la substance nerveuse a disparu? C'est sur le noyau codé, au niveau du sillon thalamo-codé ou sillon terminal, noyau codé parce qu'on est bien dans du diencéphale, mais nous l'avons dit au cours de l'embryogenèse, le ténia qui était primitivement sur le noyau codé a glissé
sur la face supérieure du thalamus pour arriver à peu près au quart supérieur de la face médiale du thalamus. Donc initialement, il est sur le noyau codé au niveau du sillon thalamo-codé, et chez l'adulte, il est ici, sur le thalamus, c'est ce qu'on appelle le ténia du thalamus. Confère les dessins que nous avons vus et que nous avons faits en vue supérieure. Donc, nous avons de l'apimère qui vient ici tapisser le toit du troisième ventricule, accolement épendime pimaire, toile choroïde du troisième ventricule. Nous avons de l'apimère qui tapisse la face inférieure du fornix, et l'ensemble ici est délimité par de l'apimère. C'est la fissure transverse du cerveau. Fissure transverse du cerveau ici, donc entièrement délimitée par de l'apimère. C'est donc un élément externe, voilà, cette fissure transverse du cerveau. Dans cette région qui est externe, il y a bien sûr du liquide cérébrospinal, et c'est par là que vont pouvoir arriver des artères, et également que nous trouverons deux grosses veines, qui sont les veines cérébrales moyennes, et qu'on voit en général très bien en hypersignal sur des vues IRM. Donc ici, les veines cérébrales moyennes qui viennent ou qui vont vers l'extérieur. Fissure transverse du cerveau, on est bien à l'extérieur, on peut y rentrer en arrière en passant sous le splénium du corps calleux, ici, et la coupe est là. Et donc maintenant, il nous reste à mettre l'épendime de la partie centrale du ventricule latéral. Eh bien, l'épendime tapisse la face inférieure du corps calleux, tapisse ici la face médiale du noyau codé, tapisse le quart supérieur du thalamus, tapisse la face supérieure du fornix, et la substance nerveuse disparaît ici. Nous avons donc un accolement épendime pimaire, c'est la toile choroïde du ventricule latéral, comme nous l'avons représenté dans le cadre du ténia présenté tout à l'heure sur la vue supérieure. Donc ici, ventricule latéral gauche, ventricule latéral droit. Les deux ventricules sont séparés par le septum. Donc sur une coupe, nous avons trois régions ventriculaires, troisième ventricule, ventricule latéral droit, ventricule latéral gauche. Quelles sont les parois de cette partie centrale du ventricule latéral? Paroi supérieure, le corps calleux. Paroi médiale, le septum pellucidum. Et on peut décrire 3 ou 4 parois, mais classiquement, on parle du plancher. Et le plancher, c'est noyau codé, quart supérieur du thalamus, toile choroïde du ventricule latéral, face supérieure du fornix. Donc, paroi médiale, le septum, paroi supérieure, le corps calleux, plancher, noyau codé, quart supérieur du thalamus, toile choroïde du troisième ventricule, face supérieure du fornix. On peut dire qu'il y a 4 parois. Dans ce cas-là, on a paroi latérale, le noyau codé, et plancher, thalamus, toile choroïde, fornix. Voilà donc cet agrandi de la région qui est une des régions donc complexes des éléments, et nous pouvons poursuivre juste en rappelant, bien sûr que là nous aurions le noyau lenticulaire, la capsule interne, ici, et au-dessus, nous pouvons placer la fissure longitudinale du cerveau avec la face médiale des hémisphères que nous voyons ici. Et donc, nous avons ici le cortex de la face médiale, singulaire, et le cortex du gyrus frontal médial. Et nous avons là de l'apimère, puisque nous sommes dans la fissure longitudinale du cerveau, pimaire, qui tapisse ici la partie supérieure du corps calleux. Ici, donc, fissure longitudinale du cerveau. On peut écarter les hémisphères. Quand on les écarte, on tombe sur le corps calleux. Là, on peut couper le corps calleux, et donc on tombe dans le ventricule, et on arrive sur cette vue-là. Nous sommes là, ventriculaire. Face supérieure du fornix, plancher du ventricule latéral, toile choroïde, plancher du ventricule latéral, lamina affixa et thalamus, plancher, et noyau codé, plancher du ventricule latéral. Il nous reste 2 cornes. La corne postérieure est très facile. C'est également, donc ici, c'est de la corne, c'est le corps du ventricule, corps ventriculaire. La corne occipitale est très simple,
puisqu'elle est en pleine substance nerveuse également, sans toile choroïde. Ce qui complique les choses, c'est bien sûr la toile choroïde, la disparition de substance nerveuse, les ténias. Donc la corne occipitale est très simple, elle est en pleine substance nerveuse, et elle présente juste un relief qui peut être intéressant. C'est une corne qui est assez effilée vers l'arrière, qui est même plus longue ici encore que... Bon, plus longue que ça. Et nous pouvons représenter la coupe frontale donc, de cette corne occipitale, qui est en pleine substance nerveuse, qui a une forme un petit peu de fissure aplatie, qui a une paroi médiale qui est convexe et une paroi latérale qui est concave. Ça, c'est cette corne occipitale qui est en pleine substance nerveuse, dans le lobe occipital, et qui est tapissée d'épendymes. Il n'y a donc pas de toile choroïde. Ce qui est intéressant, c'est de voir juste quelques reliefs qui sont autour. Donc chaque fois, ce sont des coupes frontales. Hein. Ce qui est médial est ici à gauche, et là, c'est vers le haut. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe autour. Eh bien, nous avons la paroi médiale ici de la corne occipitale et nous sommes ici sur la face médiale de l'hémisphère. Et à ce niveau, il y a un sillon marqué au niveau du lobe occipital qu'on appelle le sillon calcarin. Sillon calcarin qui est un sillon très important au point de vue profondeur, mais qui est caractéristique parce qu'il correspond aux zones de cortex visuel. Donc c'est un cortex tout à fait important. Donc là, nous sommes sur le sillon calcarin, nous sommes dans la fissure longitudinale médiale. L'ensemble est ici tapissé de pimère, et voici ici la pimère, donc face médiale de l'hémisphère, sillon calcarin, très profond, avec sur ses berges le cortex visuel, R17, 18, 19, et nous sommes là dans la fissure longitudinale du cerveau. Mais ce sillon calcarin, c'est lui qui vient faire cette convexité que nous voyons là. Et cette convexité, quand on ouvre, quand on dissèque et qu'on regarde cette paroi, a été comparée par les anciens à un ergot de coq. Et un ergot de coq en latin, c'est calcar avis. Et le nom de la scissure calcarine est lié au fait que cette paroi convexe dans la corne occipitale du ventricule latéral a été comparée par les anciens à un ergot de coq, calcar avis. Donc le calcar avis, c'est un relief endoventriculaire. Lié au repoussement de la substance nerveuse par le sillon calcarin. Puis nous pouvons noter qu'il y a au pourtour ici des fibres qui se projettent, qui viennent du corps calleux, qui se poursuivent et qui viennent notamment former ce qu'on appelle les radiations optiques. Donc on est là dans de la substance blanche, hein, mais nous avons là une prolongation du corps calleux, une prolongation du bras postérieur de la capsule interne, et ça s'appelle les radiations optiques. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir cette topographie autour de la corne occipitale. Le lobe occipital est bien notamment le lobe visuel. Il nous reste à voir la corne temporale qui est assez complexe, qui est fine. Elle est complexe parce qu'il y a de nouveau une toile choroïde. Elle est complexe car elle correspond aussi au niveau de l'hippocampe. Je verrai si, en fin de série de cours, je vous fais un petit exposé sur l'hippocampe. Bien sûr, l'hippocampe est très important puisqu'impliqué dans la maladie d'Alzheimer, mais c'est une structure très complexe et pour bien faire, c'est une demi-heure à 1 heure pour avoir juste les bases. Nous pourrons juste placer ici l'hippocampe et nous en reparlerons avec le cours sur la morphologie externe du cerveau que nous ferons demain. Donc, nous sommes là dans la région de la corne occipitale. Corne occipitale, et c'est donc un agrandi. Alors on va juste revenir sur le schéma que nous avions vu. Hein. Donc sur cette coupe frontale schématique, nous avons là l'agrandi que nous avons fait sur la partie centrale. La corne frontale, elle est en avant, on ne la voit pas, elle est en pleine substance nerveuse. La corne occipitale, elle est en arrière, on ne la voit pas. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est cette région ici. Je vais compléter d'ailleurs peut-être tout de suite sur cette vue pendant que j'y pense. Et nous allons trouver là également une paroi médiale qui sera convexe et nous trouvons ici cette corne qui est une forme de fente recourbée. Voici le
la corne temporale du ventricule latéral. C'est ce que nous allons faire en agrandi maintenant. Et cette corne temporale est donc tapissée par de l'épendym que je représente ici. Il y a vers le haut un amincissement et donc une perte nerveuse, et c'est là où nous avons la toile choroïde, comme nous allons le voir. Voilà cette corne temporale ici, qui est dans le lobe temporal. Nous allons donc faire l'agrandi de cette région, dernière vue de ce cours sur la morphologie interne du cerveau et les ventricules. Donc, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous allons trouver ici l'enroulement du lobe temporal, et cet enroulement qui vient correspondre au relief du pédoncule cérébral, ici, vers le dedans. Donc, c'est un agrandi de la région. Nous avons ici pédoncule cérébral, et nous avons ici du lobe temporal que nous étudierons en morphologie externe dans le prochain cours, avec une région qu'on appelle le gyrus dentatus. Gyrus dentatus, compliqué à expliquer de manière simple, c'est un cortex primitif qui est fortement enroulé et qui présente d'avant en arrière des séries de dents, d'où le nom de gyrus dentatus. Puis dessous, nous allons trouver le gyrus de l'hippocampe T5, ceci nous reverrons la morphologie externe par la suite. Puis nous allons trouver le gyrus T4, puis nous allons trouver le gyrus T3 et T2. Donc là, on est sur le lobe temporal. Nous verrons la morphologie donc, dans le prochain cours. Voici ici T2, c'est-à-dire gyrus temporal moyen, T3, gyrus temporal inférieur, T4, gyrus occipitotemporal, T5, gyrus de l'hippocampe. C'est là du cortex à peu près classique. Ce cortex vient se modifier au niveau du gyrus de l'hippocampe, T5, et encore plus au niveau du gyrus dentatus. C'est un cortex extrêmement primitif. T2, gyrus temporal moyen, T3, gyrus temporal inférieur, T4, gyrus occipitotemporal, T5, gyrus de l'hippocampe, gyrus dentatus. Nous sommes là, ensuite, dans de la substance nerveuse. Au-dessus du gyrus dentatus, nous trouvons la prolongation du pilier du fornix. Ce pilier du fornix, je vous l'ai dit, s'amincit et prend ensuite le nom de fimbria. Et là, on va trouver la fimbria, prolongation du pilier du fornix, donc commissure, qui accompagne l'hippocampe. C'est une commissure notamment hippocampale, qui forme un petit crochet ici. Donc c'est très fin, mais c'est très important, la fimbria, qui appartient ici à l'hippocampe, prolongation du pilier du fornix. Nous allons trouver ensuite les contours de la corne temporale du ventricule latéral, et c'est une face médiale qui est convexe, et c'est une zone qui a un aspect rétréci en forme de lame ventriculaire, et la paroi se prolonge par la face inférieure du cerveau, pédoncule cérébral ici. Pédoncule cérébral. Voilà cette corne temporale qui est très fine, la paroi médiale est convexe, il y a du liquide à l'intérieur, et quand on ouvre la corne, quand on la dissèque, il y a un aspect qui a été comparé à un hippocampe, au poisson, par les anatomistes notamment du XVIIe siècle, d'où le nom pour l'ensemble de la région d'hippocampe. Mais l'hippocampe, en fait, ça correspond à cette convexité ici interne, et sur l'aspect tridimensionnel de l'arrière vers l'avant, cet hippocampe qui nage dans l'eau, ici, liquide cérébrospinal dedans, liquide cérébrospinal dehors. Qu'est-ce que nous avons aussi dans la région? Dans la région, nous avons la queue du noyau codé. La queue du noyau codé qui se prolonge au niveau temporal, nous l'avons dit, et cette queue du noyau codé, elle est ici coupée, et elle est toute proche, elle est en regard de la fimbria. Voici la queue du noyau codé. Donc tout petit, mais si on sait où elle est, on la voit tout le temps. Noyau codé.
Nous avons maintenant à placer le ténia. Le ténia est tendu d'un côté sur le fornix, ténia du fornix et donc aussi pilier du fornix et donc fimbria. Donc nous avons un premier morceau du ténia qui est ici au sommet de la fimbria et le deuxième morceau du ténia est sur la queue du noyau codé et donc l'autre partie du ténia est ici en regard. À partir de là, nous pouvons placer la pimère qui tapisse la face inférieure du cerveau, pédoncule cérébral, puis fosse interpédonculaire. Ici, entre noyau codé et fimbria, disparition de la substance nerveuse. Et nous avons là la pimère qui tapisse le lobe temporal, gyrus dentatus, qui tapisse T5, qui tapisse T4 en rentrant dans les sillons, puisque c'est par là que les vaisseaux peuvent arriver en profondeur de la substance corticale. Voici la pimère et maintenant l'épendyme. L'épendyme tapisse les parois de la corne temporale et cette paroi médiale est convexe, formant le relief classique donc, de cet hippocampe si on le regarde sur toute sa longueur. Ici, ce n'est qu'une coupe. Et voilà cette corne qui est très fine. Et vers le haut, la toile choroïdienne, ici, c'est très peu large, comme on l'a vu sur cette vue. Cette toile choroïde, ici, au niveau de la corne temporale, qu'on appelle aussi parfois la fissure choroïde, où on a à ce niveau l'accolement épendyme-pimaire. Il y a une certaine souplesse. Donc, si vous écartez ici le lobe temporal du pédoncule cérébral, vous tendez la toile choroïde que vous voyez. Par définition, une toile choroïde est toujours visible de l'extérieur du cerveau. Et c'est ici donc la corne temporale du lobe du ventricule latéral, corne temporale. Donc, ce sont des éléments qui sont à la fois très simples sur le plan du vocabulaire et conceptuel, mais qui sont très complexes d'un point de vue tridimensionnel, puisque c'est bien un volume cérébral et que nous avons toutes ces rotations et que les éléments peuvent être coupés souvent 2 fois. C'est le plus difficile, mais quand on maîtrise cela, on n'a plus aucun problème en scanner et en IRM dans tous les sens. Je vous remercie pour votre attention.